Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre, donc prenez votre temps. Vous êtes prêts? Nous commençons. Question 1. Je peux klaxonner pour signaler mon approche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 2. Si j'achète une voiture de plus de 4 ans, son contrôle technique doit dater de moins de 2 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C. Question 3. Un pôle intermodal regroupe différents modes de transport. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 4. Le moteur peut casser s'il manque du liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 5. Dans cette situation, je peux lire mes messages sur mon téléphone portable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 6. Le non-port de la ceinture de sécurité est sanctionné par un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 7. Le danger principal se situe dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C.
Question 8. Empruntant le véhicule d'un ami, je ne touche pas au réglage de son siège. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 9. Sur cette borne, je peux recharger un véhicule électrique, réponse A, un ordinateur portable, réponse B, un véhicule essence, réponse C, un véhicule hybride rechargeable, réponse D. Question 10. Avant de partir, je programme le régulateur de vitesse, réponse A, l'aide à la navigation, réponse B. Question 11. À 70 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 12. Une roue de secours est obligatoire, réponse A, non obligatoire, réponse B, conseillé, réponse C. Question 13. J'adapte mon allure suivant mon environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 14. Le niveau d'huile s'effectue en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Un manque important d'huile peut entraîner une surchauffe, réponse C, une casse du moteur, réponse D. Question 15. Pour plus de sécurité, je déplace ce cycliste sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie qu'il respire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 16. Après le panneau, je pourrais rouler à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau, je pourrais rouler à 80 km/h.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 17. Cette autoroute est payante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les usagers doivent s'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 18. En cas de panne de batterie, la solution pour démarrer le véhicule sans le déplacer est de brancher deux batteries en parallèle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 19. Ce conducteur est à bonne distance du volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 20. Avec plusieurs infractions, le nombre total de pertes de points sur un contrôle routier est au maximum de 6 points, réponse A, 8 points, réponse B, 10 points, réponse C. Question 21. En période probatoire, la vitesse est limitée à 110 km/h sur autoroute, réponse A, 100 km/h sur route à accès réglementé, réponse B, 90 km/h sur les autres routes, réponse C. Question 22. Ces piétons traversent lentement. Je klaxonne, réponse A. Je patiente, réponse B. Je fais un appel lumineux, réponse C. Question 23. Parfois, les voies de tramway coupent les voies de circulation des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 24. Je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 25. Une bonne installation permet de diminuer la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'accéder plus facilement aux commandes. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Question 26. À 150 mètres, l'arrêt est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage. À droite, réponse C. À gauche, réponse D. Question 27. J'allume les feux de croisement? Réponse A. J'allume les feux diurnes? Réponse B. Je ralentis? Réponse C. Question 28. La distance de sécurité entre le véhicule 1 et 2 est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 29. Je range mon gilet haute visibilité dans mon coffre, réponse A, ma boîte à gants, réponse B. Il est obligatoire, oui, réponse C, non, réponse D. Question 30. Pour demander mon chemin aux piétons, je peux m'arrêter avant le passage protégé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le passage protégé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 31. Je peux circuler avec les feux de croisement, réponse A, route, réponse B, brouillard avant, réponse C, brouillard arrière, réponse D. Question 32. L'indice le plus important se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Question 33. Je suis bien placé pour tourner à droite, réponse A, tourner à gauche, réponse B, aller tout droit, réponse C, faire demi-tour, réponse D.
Question 34. Les distances de freinage peuvent être plus courtes après avoir consommé de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 35. Avant de tourner à gauche, je céderai le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 36. La vitesse maximale autorisée d'un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C. Question 37. Un mauvais état du filtre à air peut entraîner une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 38. La circulation est arrêtée. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 39. Pour stationner sur ces emplacements, il est préférable de se ranger en marche avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois utiliser un disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 40. Ces enfants sont correctement installés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous sommes en agglomération, en ville. Donc ce qu'il faut savoir en ville, c'est que le klaxon est interdit. Alors il est interdit sauf en cas de danger immédiat, c'est-à-dire s'il y a un danger et on ne peut pas éviter ce danger autrement que de klaxonner. Donc ici il n'y a aucun danger, donc c'est vrai qu'on arrive à une intersection avec très peu de visibilité. Donc là la solution à adopter c'est d'arriver doucement si jamais il y a un véhicule qui arrive de gauche ou de droite. Mais là on ne klaxonne pas, on est en ville, c'est interdit. Donc non, réponse B. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du contrôle technique. Donc, le premier contrôle technique d'un véhicule, c'est à l'âge de 4 ans. Donc, si le véhicule a moins de 4 ans, il n'y a pas de contrôle technique à effectuer. À partir de 4 ans, donc, un contrôle technique à effectuer, et ensuite, on doit l'effectuer tous les 2 ans.
Donc là, la question, c'était pas éventuellement ça, c'est si jamais j'achète un véhicule, son contrôle technique, donc de plus de 4 ans, son contrôle technique doit dater de moins de combien de temps? Il faut savoir, donc il faut que le contrôle technique date de moins de 6 mois. Donc en dessous de 6 mois, il n'y a pas de souci. Si le contrôle technique fait plus de 6 mois, donc il n'est pas valable, donc le vendeur devra refaire le contrôle technique pour pouvoir vendre son véhicule. Donc il doit dater de moins de 6 mois. Bonne réponse B. Alors qu'est-ce que c'est un pôle intermodal? Alors en fait, donc ça se situe généralement en périphérie des villes, c'est-à-dire en dehors des villes, pour pouvoir accéder facilement avec les transports en commun au centre-ville. Ça permet justement aux villes d'avoir le minimum de voitures et d'avoir des facilités forcément pour se déplacer, parce que maintenant avec les grandes villes, on a moins en moins de parking, d'endroits pour stationner, ou alors c'est assez cher puisque il faut payer. Donc les pôles intermodales regroupent bien sûr différents modes de transport. Donc on peut trouver bien sûr des tramways, on peut trouver des bus, etc. Donc on a différents modes de transport. On peut avoir ça aussi aux abords des aéroports. Donc on peut ensuite accéder à l'avion, etc. Donc on peut avoir des taxis aussi. Donc bien sûr ça regroupe différents modes de transport. Donc bonne réponse A. Alors le liquide de refroidissement, donc au niveau d'un moteur, sert à quoi? Donc forcément il porte bien son nom, il sert à refroidir le moteur. Donc si jamais j'ai pas assez de liquide de refroidissement, mon moteur va forcément surchauffer. Et un moteur qui surchauffe, forcément, c'est un moteur qui risque de casser. Il risque fortement de s'abîmer, et à la longue, si on fait rien, il risque bien sûr de casser. Donc bonne réponse A. Alors même si on est arrêté à un feu rouge, on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire, il suffit d'attendre que le feu passe au vert. Donc éventuellement je pourrais consulter mon téléphone portable, mais non, même à l'arrêt, même à un feu rouge, il faut rester vigilant sur ce qui nous entoure. Pourquoi? On peut avoir donc voilà, des pompiers par exemple qui arrivent derrière, des véhicules d'intervention d'urgence, donc il faut surveiller les rétros. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer, anticiper son départ. Quand le feu passera au vert, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il n'y a pas un piéton qui aurait tardé sa traversée? Est-ce qu'il n'y a pas un cycliste qui pourrait se faufiler? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'intersection? Voilà. Donc on reste pas inactif à un feu rouge, on reste concentré sur ce qui nous entoure, donc devant nous, éventuellement derrière, on surveille les rétros, etc. Donc non, il ne faut surtout pas, même à l'arrêt, utiliser son téléphone portable. On est quand même en circulation, on est certes à l'arrêt, mais on est quand même sur une voie de circulation, donc pas de téléphone portable sur les voies de circulation. Donc bonne réponse B. Donc si on n'est pas attaché, forcément, donc c'est très grave, et ça c'est puni donc d'un retrait de 3 points bien sûr sur le permis. Donc bonne réponse A. Alors, dans quelle zone donc se situe le principal danger? Alors déjà, attention de bien lire la question. Je vous rappelle, des fois, on fait des fautes de français parce qu'on lit mal la question. Donc, le danger principal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un danger possible. Alors, c'est-à-dire, enfin, pas possible, mais qu'on doit choisir un danger. C'est-à-dire, si quelqu'un a mis plusieurs réponses, c'est forcément faux. Puisque là, le danger, c'est en singulier, donc on ne peut pas mettre plusieurs réponses possibles. Donc ça ne veut pas dire que si par exemple dans la zone C c'est le danger principal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger forcément dans les autres zones. Mais là on nous demande de choisir le principal danger. Donc il n'y a qu'une réponse possible. Alors, dans la zone A, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un piéton qui est en train de traverser la route. Ok. Dans la zone B, donc on a un piéton qui contourne apparemment son véhicule. Et dans la zone C, donc un véhicule qui arrive d'une intersection et il rencontre un cédé le passage. Alors, est-ce que ce piéton va être très gênant par rapport à moi? Donc si je continue forcément tout droit, ce piéton va pas trop me gêner.
Ici, donc, dans la zone C, ce véhicule arrive. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas le visage du conducteur, mais comme il y a un cédé le passage, forcément, donc normalement, il va s'arrêter. Par contre, donc là, si je continue tout droit, le problème, il y a ce piéton qui va forcément gêner ma progression. Donc, je vous rappelle qu'en ville, là c'est le cas, il faut laisser au minimum 1 mètre avec de distance latérale de sécurité avec le piéton, ce qui va m'obliger à m'écarter fortement. Et là en plus je vois pas forcément s'il y a des véhicules qui arrivent en face, donc voilà, la situation est un petit peu complexe. Donc le danger principal va se situer dans la zone B, c'est surtout ce danger là, il faut que je prête attention. Mais comme je viens de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger dans les autres zones. Mais le principal danger se situe dans la zone B. Donc bonne réponse, B. Donc à chaque fois que je prends un véhicule, même si c'est pas le mien, il faut toujours bien s'installer. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire je vais pas bouger le siège comme ça, mon ami quand il va reprendre sa voiture sera en bonne position, mais quand on conduit, même si c'est très peu, c'est une courte distance, il faut toujours être bien installé. Une mauvaise installation, donc on agit mal sur les commandes et forcément on n'a pas le même temps de réaction, on n'a pas les mêmes mouvements, donc ça peut être forcément très dangereux. Donc quel que soit le véhicule qu'on utilise, il faut toujours bien s'installer, prendre le temps de s'installer. Ça c'est super important. Donc même si c'est le véhicule d'un ami, tant pis, on va dérégler son siège. Inversement, lui, si après nous, il reprend sa voiture, il devra refaire son installation. Donc je ne touche pas au réglage de son siège, donc non, il faut régler son siège. Donc bonne réponse B. Alors cette borne, on voit pas mal maintenant de bornes de ce type arriver dans notre paysage. Donc ces bornes servent à recharger les véhicules. C'est une borne électrique, mais c'est une prise bien spécifique. Donc c'est pas une prise secteur où on peut recharger par exemple un ordinateur portable. Un véhicule essence, donc c'est pas rechargeable. Si jamais j'ai plus d'essence, il faut aller à la pompe, à une station-service, à une pompe à essence. Donc par contre, je peux brancher un véhicule électrique. Bien sûr, un véhicule électrique, ça utilise des batteries, et donc il faut bien sûr les recharger. Alors, un véhicule hybride rechargeable, qu'est-ce que c'est ce type de véhicule? Donc c'est un véhicule qui possède 2 moteurs. Un moteur thermique, ce qu'on appelle, donc qui utilise l'essence, et un deuxième moteur électrique. Donc c'est des véhicules, soit ils utilisent les 2 moteurs ensemble, ou séparément. Soit on va utiliser que l'essence, soit on va utiliser que l'électrique. Donc on peut, bien sûr, un véhicule hybride rechargeable, donc surtout rechargeable parce que des fois on a des véhicules que hybrides mais qui ne sont pas rechargeables. Mais un véhicule hybride rechargeable va posséder cette prise aussi et je vais pouvoir recharger forcément que le moteur électrique sur ce véhicule, toujours pas le moteur à essence. Donc bonne réponse A et D. Alors le régulateur de vitesse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système où on va programmer une allure. Donc par exemple on pourrait mettre sur une route normale 90 et dès qu'on va enclencher le régulateur de vitesse, la voiture va toute seule rouler à l'allure programmée. Si on programme 90, elle va toute seule rouler à 90, on n'a pas besoin d'accélérer. Alors par contre ce système se programme en roulant. On peut pas, donc en démarrant, on peut pas sélectionner l'allure. On la sélectionne, par exemple je roule à 90, je vais sélectionner 90. On peut pas le sélectionner à l'avance. Alors l'aide à la navigation, c'est ce qu'on appelle le GPS. Donc ça par contre, il faut le programmer forcément à l'arrêt. Il faut éviter donc d'appuyer sur l'écran tactile forcément en roulant. En roulant, il faut mieux garder les 2 mains sur le volant. Donc on va plutôt programmer un l'aide à la navigation, le GPS. Donc bonne réponse B. Alors là, la question qui est posée, donc c'est la distance d'arrêt. Donc faites attention à ne pas confondre avec la distance de sécurité. La distance d'arrêt,
Donc c'est le temps, c'est à partir du moment, par exemple, qu'on va voir l'obstacle, la chose qui va nous faire réagir, jusqu'au moment où on stoppe le véhicule. Donc c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Alors comment calculer cette distance d'arrêt par rapport à l'allure qu'on roule? C'est assez simple, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 70 km/h, le chiffre des dizaines, c'est 7. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le multiplier par lui-même. Donc 7 fois 7, ça nous donne 49. Ce qui nous donne bien sûr environ 50 mètres. Donc oui, à 70 km/h, la distance d'arrêt d'environ 50 mètres. Donc oui. Donc à 80 km/h, la même chose, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, c'est-à-dire 8, et on va le multiplier par lui-même. 8 fois 8, ça nous donne 64. Donc non, donc 80 km/h, la distance d'arrêt n'est pas égale à environ 50 mètres, puisque 64, forcément, c'est pas très proche de 50. Donc c'était non. Donc bonne réponse A et D. Alors une roue de secours, est-ce que c'est obligatoire? Donc non, une roue de secours n'est pas obligatoire dans un véhicule. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un système pour lutter, entre guillemets, contre une crevaison. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on peut avoir une vraie roue de secours, on peut avoir ce qu'on appelle une galette, donc c'est une plus petite roue, enfin surtout moins épaisse, où on est limité généralement à 80 km/h avec ce genre de roue. Ou on peut avoir aussi une bombe anti-crevaison. Il y a des véhicules qui n'ont pas la place d'avoir une roue de secours. Par contre, il faut avoir l'obligation d'avoir un système, donc par exemple un système anti-crevaison. Donc ce n'est pas obligatoire, par contre forcément c'est conseillé d'avoir forcément une roue de secours. C'est plus facile pour repartir, surtout en plus si jamais on éclate. Là, un éclatement, une bombe anti-crevaison ne peut rien faire. Une bombe anti-crevaison, ça bouche juste les trous. Et encore, c'est pas des énormes trous forcément. Donc c'est non obligatoire, mais conseillé. Donc B et C. Alors quand on circule, quand on conduit, forcément, il faut adapter son allure suivant ce qui se passe autour de nous. Donc c'est ce qu'on appelle l'environnement. Donc je vais adapter mon allure suivant entre guillemets tout ce qui bouge, c'est-à-dire les piétons, les véhicules qui sont en circulation, les dangers qu'il pourrait y avoir justement par rapport à toutes ces personnes en mouvement. Donc oui, je vais adapter mon allure suivant l'environnement. Alors est-ce que je circule à vitesse maximale autorisée? Ici on est en ville, en agglomération. La vitesse maximale autorisée c'est 50 km/h. Alors des fois on peut rouler à 50 km/h quand il n'y a aucun danger. Est-ce que dans cette situation il n'y a aucun danger? Donc non, on a déjà ce véhicule qui est en train de s'insérer. Si jamais il s'insère assez lentement, je vais être obligé de ralentir. On a un passage pour piétons, on aperçoit des piétons. Voilà, donc toutes ces choses-là font forcément qu'on ne doit pas circuler à la vitesse maximale autorisée. Donc bonne réponse A et D. Alors ces deux choses dans les deux zones correspondent toutes les deux par rapport à l'huile moteur. Donc ici on a bien le symbole d'huile, donc là on voit pas trop sur la photo, mais ce petit truc sert aussi au niveau de l'huile moteur. Alors par contre la question c'est où s'effectue le niveau, donc le contrôle pour savoir s'il y a assez ou pas d'huile. Donc ça c'est une petite tige qu'on trempe entre guillemets dans le moteur pour savoir où est le niveau d'huile. Et la petite tige on l'a dans la zone B. Alors vous allez me dire à quoi sert ce bouchon-là. Ce bouchon sert à remplir le réservoir d'huile, à remettre de l'huile si jamais il n'y en a pas assez. Donc je vérifie avec cette petite tige si j'ai assez d'huile. Si jamais j'en ai pas assez, j'en rajoute ici. Donc c'est la zone B. Alors un manque d'huile important peut entraîner quoi? Alors l'huile, ça sert à quoi dans un moteur? Un moteur, c'est quoi? C'est plein de pièces qui vont très vite et qui se frottent, entre guillemets. Donc si jamais il n'y a pas d'huile, justement ces pièces vont se frotter et forcément vont s'user. Et forcément ça va très vite. Donc ça va dans un premier temps chauffer. On risque une surchauffe du moteur.
Donc ça oui. Et du coup, si le moteur chauffe de trop, si les pièces s'usent de trop, forcément, on peut risquer aussi une casse du moteur. Par contre, donc s'il y a assez d'huile, ces pièces vont glisser entre elles, puisqu'il y a l'huile entre deux. Donc on risque bien une surchauffe du moteur et aussi une casse du moteur forcément au final. Donc bonne réponse B, C et D. Alors si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, ou même le deuxième, bon après s'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin de s'arrêter, mais si je suis le tout premier à arriver sur un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans un premier temps, il faut protéger, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le premier accident cause un autre accident, forcément, parce que ça pourrait être forcément beaucoup plus grave. Donc on protège, ensuite on alerte les secours, et en dernier, on secourt si on sait quoi faire. Donc justement, la première question, pour plus de sécurité, est-ce que je déplace ce cycliste sur le trottoir? Parce que là, forcément, il est sur la route. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bouger un blessé. On n'y touche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? On peut forcément le rassurer, si on a une couverture, lui mettre une couverture dessus pour le réchauffer, parce que généralement un blessé peut avoir froid, surtout au niveau sur la route si elle est assez froide, mais surtout on ne bouge pas un blessé, quelqu'un qui est par terre, on n'y touche pas. À part cas exceptionnel, si la voiture prend feu, s'il y a quelque chose de dangereux, une voiture qui prend feu ou chose comme ça, mais sinon, on ne bouge pas le blessé. Par contre, voilà, on met un véhicule devant, on met des triangles, on met des personnes pour avertir, forcément, pour pas quelqu'un lui roule dessus, forcément. Mais on va pas le déplacer, puisque le fait de le déplacer pourrait engendrer forcément d'autres complications. Donc surtout, si on n'est pas médecin, si on n'est pas secouriste, on ne fait rien. Alors par contre, on va vérifier qu'il respire. Pourquoi? Parce que quand vous allez appeler les secours, ils vont vous poser des questions. Combien il y a de personnes accidentées? Est-ce que les personnes sont conscientes? Est-ce qu'elles saignent? Ou elles ont mal? Etc. Donc ils vont vous poser des questions. Donc avant d'aller appeler les secours, il faut déjà vérifier ça pour pouvoir y répondre forcément plus rapidement. Donc bonne réponse. Donc B et C. Alors après ce panneau, donc déjà ce panneau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la vitesse n'est plus limitée à 70 km/h. C'est-à-dire avant le panneau, on était limité à 70, après on n'est plus limité à 70. Alors la question qu'il faut se poser, c'est après le panneau, je suis limité à combien puisque je n'ai pas d'information. Et s'il n'y a aucune information, c'est toujours, on applique la règle générale. Donc la règle générale, on voit bien par rapport au paysage qu'on se situe hors agglomération. On serait en ville, ce serait 50 km/h. Comme là on est hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Donc déjà après le panneau, est-ce que je pourrais rouler à 80? Oui, puisque c'est la vitesse maximale autorisée. Mais par contre, on n'est pas obligé de rouler à la vitesse maximale autorisée. Je peux aussi rouler moins vite et du coup rester à 70 km/h. Donc bonne réponse A et C. Donc l'attention de bien lire la question, c'est je pourrais, je ne suis pas obligé de rouler à la vitesse maximale autorisée. Donc bonne réponse A et C. Donc ici nous sommes bien sur une autoroute, on le sait grâce aux panneaux à fond bleu, tous les panneaux à fond bleu sont destinés au réseau autoroutier. Alors est-ce que cette autoroute est payante? Donc on voit bien qu'on arrive à une section de péage, ce qui est stipulé aussi par les panneaux, et forcément les panneaux qu'on a au-dessus stipulent forcément qu'on arrive à un péage, il va falloir payer. Donc cette autoroute forcément est payante. Alors sinon, est-ce que tous les usagers doivent s'arrêter? On va dire que la plupart, oui, mais il y a des usagers qui ne sont pas obligés de s'arrêter, notamment les usagers qui sont abonnés au télépéage. Donc ces usagers-là, ils arrivent donc justement dans les zones où c'est marqué qu'ils peuvent passer en ayant le télépéage. Alors qu'est-ce que c'est le télépéage? C'est un abonnement qu'on fait sur internet et on va recevoir un petit badge qu'on va mettre sur le pare-brise de la voiture et quand on va passer au niveau de la borne, donc
au niveau de notre badge, on va être reconnu. Donc forcément, notre compte sur Internet va être crédité forcément du montant qu'on doit payer. Ça permet de pas, surtout les gens, par exemple, qui passent tous les jours pour aller travailler un péage, ça permet déjà de pas payer tous les jours. Ils ont une facture éventuellement chaque mois, et ça permet de gagner du temps justement de pas s'arrêter. Alors, pas s'arrêter, ils vont pas passer à 130 au niveau du péage, hein. Il faut qu'ils arrivent quand même assez lentement, mais ils sont pas obligés de stopper leur véhicule. En passant assez lentement, le badge est reconnu. Donc on va dire tous ceux qui n'ont pas de télépéage devront s'arrêter, soit pour payer en monnaie, en carte, etc. Mais ceux qui sont abonnés au télépéage ne sont pas obligés de s'arrêter. Donc la réponse était non. Donc bonne réponse A et D. Alors si mon véhicule est en panne de batterie, comment le mettre en route, le démarrer, sans le déplacer? Donc une solution, il y en a une autre, donc éventuellement une autre, hein, c'est forcément de remplacer la batterie usagée par une batterie qui est déjà rechargée. Mais forcément, on n'a pas tous une batterie dans la voiture. Donc l'autre solution, c'est utiliser un deuxième véhicule, et avec les pinces, les câbles, on peut appeler ça comme on veut, on va relier les deux batteries ensemble. Et ce qu'on appelle, on va les relier en parallèle, c'est-à-dire on va relier le plus sur le plus et le moins sur le moins. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va démarrer le premier véhicule, et ensuite la batterie va être alimentée et elle va alimenter forcément l'autre batterie. Pendant ce temps-là, cette batterie va se recharger. Il faut attendre quelques minutes. Une fois qu'on a attendu quelques minutes, on va pouvoir démarrer notre moteur. Une fois que le moteur est démarré, on peut retirer les pinces et laisser forcément tourner la voiture, ou le mieux forcément c'est de rouler pour recharger complètement la batterie. Mais voilà, la solution pour ne pas démarrer le véhicule sans le déplacer, est bien de brancher deux batteries en parallèle. Donc bonne réponse A. Alors pour s'installer, pour savoir si on est à bonne distance du volant, on va regarder ça par rapport aux bras. Alors les bras, pour avoir une bonne distance, il faut qu'ils soient légèrement fléchis. Il faut qu'on ait une légère courbure. Est-ce que ici c'est le cas? Donc non, ces bras sont complètement tendus. C'est-à-dire s'il voudra attraper le haut du volant ou utiliser les commandes, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut que les bras soient légèrement fléchis. Alors pas trop fléchis non plus, hein, faut pas que ça fasse un angle droit, mais légèrement fléchis. Ici donc c'est trop tendu, on n'est pas à une bonne distance. Réponse B. Alors, donc déjà par rapport à cette question, il faut bien la comprendre. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? Donc si je suis contrôlé, d'accord, et si j'ai commis plusieurs infractions, donc en un contrôle, c'est-à-dire par exemple, donc j'ai été pris à la vitesse par exemple, et je n'avais pas de ceinture, et par exemple j'étais au téléphone portable. Vous voyez, donc ça fait plusieurs infractions. J'allais trop vite, j'avais donc pas de ceinture, et j'étais au téléphone, par exemple. Forcément, ce qui n'est pas bien. Donc, j'étais contrôlé. Donc, sur un contrôle, donc forcément, je vais avoir plusieurs amendes par rapport, par exemple, à ces trois infractions. Mais au niveau des points, je ne vais pas perdre tous les points de ces infractions. Donc, par exemple, j'invente si l'excès de vitesse a coûté 4 points, la ceinture 3 points, le téléphone 3 points aussi, donc ça ferait au total une dizaine de points perdus. Donc en un contrôle routier, on ne peut pas perdre tous les points de ces infractions, on perd au maximum 8 points. D'accord? Donc je peux entre guillemets commettre toutes les infractions possibles et imaginables. En un contrôle routier, on peut perdre qu'au maximum 8 points. Par contre, on aura les amendes pour chaque infraction. Donc là, on parle bien dans un contrôle routier. Donc bonne réponse B. Alors en période probatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est jeune conducteur, jeune permis. Je vous rappelle 3 ans en formation traditionnelle et 2 ans pour ceux qui passent par la conduite accompagnée. Alors,
ce qu'il faut déjà savoir, c'est les limitations donc conducteurs expérimentés. Donc les conducteurs expérimentés donc sur autoroute, c'est 130 km/h. Sur les routes à accès réglementé, c'est 110. Et sur les autres routes, les routes normales, c'est-à-dire en double sens de circulation, c'est limité à 90 km/h. Alors les jeunes conducteurs, eux, sont limités, entre guillemets, quand il pleut, pour ceux qui conduisent depuis longtemps. C'est les limitations de pluie. Donc c'est-à-dire sur autoroute, au lieu de 130, c'est rabaissé à 110 km/h. Et sur les routes limitées à 110, c'est rabaissé à 100 km/h. Par contre, sur les routes limitées à 90, c'est rabaissé à 80 km/h. Donc on a bien 110 km/h sur les autoroutes en période probatoire et aussi 100 km/h au lieu de 110 sur les routes à accès réglementé. Donc bonne réponse A et B. Alors, ces piétons donc traversent lentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il n'y a pas d'autre solution que de patienter, d'attendre. Voilà, la route, ça se partage. Donc des fois, on a des piétons, bien sûr, qui traversent rapidement, et des piétons, forcément, un peu plus lentement. Ils en font pas esprit, on a une personne âgée. Donc il faut patienter, de toute façon, oui, il y a des véhicules devant, on va pas forcément rouler plus vite si on démarre tout de suite. Donc faut surtout pas klaxonner, ça peut leur faire peur, les faire tomber, etc. Donc surtout pas klaxonner, et faire un appel lumineux ne va pas, voilà, ils peuvent pas aller plus vite pour autant. Donc la seule solution, je patiente tranquillement. Réponse B. Alors, par rapport aux voies de tramway, donc bien sûr, des fois elles coupent, comme on peut voir justement sur la photo qui est présentée. Forcément, donc des fois ça traverse les voies des autres véhicules. Donc bien souvent, forcément, c'est géré par des feux, on va avoir des feux qui clignotent pour forcément arrêter les véhicules lorsqu'un tramway passe. Mais oui, des fois, ça coupe les voies de circulation. Donc bonne réponse A. Alors, la prochaine intersection à droite, elle se trouve ici. Alors, est-ce que je peux tourner? Alors, on a ce premier panneau qui nous annonce interdiction de tourner à droite. Par contre, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Non, on a un petit panneau qui nous annonce 3 tonnes 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'interdiction est pour les véhicules dont le poids est supérieur à 3 tonnes 5. Nous, comme on conduit un véhicule de tourisme, donc ça ne fait pas plus de 3 tonnes 5, du coup ce panneau ne nous concerne pas. On peut l'effacer pour nous. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous interdit de tourner à droite? Non, pas de problème. Donc nous, on peut tourner sur la droite. Bonne réponse A. Donc quand on s'installe au poste de conduite, surtout si c'est pas notre véhicule, il faut toujours bien s'installer, prendre le temps de bien s'installer. C'est très important pour plusieurs raisons. Donc forcément pour diminuer la fatigue. Si on est mal installé, on va forcer plus, on va pas être à l'aise, on peut aussi être plus stressé puisqu'on est mal installé. Donc voilà, on risque de fatiguer forcément plus parce qu'on va pas faire les gestes naturels de bons gestes. Donc si je suis bien installé, ça permet bien sûr de diminuer la fatigue par rapport forcément à quelqu'un qui a fait une mauvaise installation. Est-ce que ça permet d'accéder plus facilement aux commandes? Donc oui, les commandes, alors c'est pas forcément que les clignotants, les essuie-glaces, etc. On parle aussi commandes, donc c'est pédales, levier de vitesse, volant, etc. Toutes les commandes qui permettent d'utiliser facilement le véhicule. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien installé. Donc bonne réponse A et C. Alors à 150 mètres, qu'est-ce qu'on va trouver comme panneau qui gère l'intersection? Donc on a ce panneau qui nous l'annonce, à 150 mètres, on aura quoi? On va avoir un céder le passage. Si jamais ça aurait été un stop, ça aurait été écrit stop 150 mètres. Donc là on va avoir un céder le passage à la prochaine intersection à 150 mètres. Alors est-ce que l'arrêt est obligatoire? Non. L'arrêt est obligatoire seulement s'il y a un stop. Un céder le passage, en fait, donc forcément on s'arrête si jamais il faut laisser passer quelqu'un, mais s'il n'y a personne, on peut passer sans s'arrêter. Exactement pareil à l'entrée d'un rond-point, c'est le même principe. Donc est-ce que l'arrêt est obligatoire? Non. Par contre, un céder le passage, comme un stop, on va céder le passage des deux côtés, donc à droite comme à gauche. Donc bonne réponse, B
C et D. Donc ici nous arrivons à l'entrée d'un tunnel qui est annoncé par ce panneau, puis forcément on le voit. Alors dans un tunnel, il faut toujours allumer des feux pour être visible. Et donc il va falloir allumer les feux de croisement puisque le tunnel est éclairé. Alors je vous rappelle, dans un tunnel, c'est exactement les mêmes règles que la nuit. Donc les feux de position, on les utilise en ville éclairée. Là, ce qui est le cas, vu le paysage, on est en ville et c'est éclairé. Donc on aurait pu aussi éventuellement allumer les feux de position. Mais là, il n'y avait pas la réponse. Et les feux de croisement, c'est quand c'est éclairé. Les feux diurnes. Donc je vous rappelle, les feux diurnes, c'est les feux, ce qu'on appelle de jour, hein, les feux à LED qui s'allument automatiquement maintenant sur les voitures modernes. Donc ça, c'est uniquement en pleine journée. On n'allume pas les feux diurnes, forcément, en remplacement des feux de croisement. Donc pas de feux diurnes dans un tunnel. Et forcément, donc je ralentis, je reste vigilant. Dans un tunnel, ça a toujours tendance à freiner, etc. Surtout ici, il y a beaucoup de circulation. Donc il faut ralentir. Alors, je vous rappelle, ralentir, ce n'est pas freiner, hein, parce que là, on a des véhicules très proches derrière. Mais ralentir, c'est juste lever le pied et redoubler de vigilance. Donc bonne réponse A et C. Donc ici nous sommes sur un réseau autoroutier, on peut le voir grâce au panneau à fond bleu et le nom aussi de la route, hein, l'autoroute A10. Alors sur autoroute, comment savoir si on a de bonnes distances de sécurité? Donc c'est assez simple, quand on est dans la voie la plus à droite, on va se repérer par rapport au trait de la bande d'arrêt d'urgence. Je vous rappelle ici, on n'a pas le droit de rouler, c'est vraiment en cas d'urgence qu'on doit laisser libre cet emplacement pour s'arrêter. Ou aux véhicules d'intervention d'urgence si jamais il y a un bouchon. Donc cette bande d'arrêt d'urgence, comment savoir là entre deux véhicules si on a une bonne distance de sécurité? Donc il faut laisser deux grands traits entre le premier véhicule et celui qu'on suit. Donc du coup, entre le véhicule 1 et le véhicule 2, est-ce qu'on a deux grands traits? Donc non, vous voyez, si on reporte ici, on a quoi? On a au total éventuellement un trait, mais on n'a pas deux traits de distance de sécurité. Pareil entre ces deux véhicules, vous voyez, on n'a pas deux traits entiers. Par contre, le véhicule 2 et ce véhicule-là ont une bonne distance de sécurité. On voit bien qu'il y a deux traits entre ces deux véhicules. Mais entre le véhicule 1 et le véhicule 2, la distance de sécurité n'est pas suffisante. Donc bonne réponse B. Donc le gilet haute visibilité, donc l'obligation, donc déjà, il est obligatoire à bord d'un véhicule. Donc oui, réponse C, c'est une obligation, comme je vous rappelle, le triangle. Alors par contre, le gilet, il sert à quoi? Il sert, donc si je sors du véhicule, à être visible. Donc forcément, il faut mettre le gilet avant de sortir du véhicule. Parce que forcément, si je sors du véhicule pour aller éventuellement dans mon coffre, prendre le gilet, durant ce temps-là, je suis entre guillemets moins protégé, moins visible. Donc il faut avoir accès au gilet avant de sortir. Donc dans le coffre, c'est pas bon. Forcément dans la boîte à gants, je vous rappelle la boîte à gants, ce qui est côté passager. Donc là, oui, si je le range dans la boîte à gants, j'y ai accès et je peux enfiler mon gilet avant de sortir du véhicule. Donc bonne réponse, c'est dans la boîte à gants et il est obligatoire. Donc B et C. Alors pour savoir si je peux m'arrêter, surtout ici, ce qui nous intéresse, ça va être le trottoir au niveau de, vous voyez, de cette ligne jaune. Alors qu'est-ce que veut dire une ligne jaune continue sur un trottoir? Donc ça interdit l'arrêt et le stationnement. Du coup, est-ce que j'ai le droit de m'arrêter, même si c'est quelques secondes, pour demander mon chemin aux piétons? Donc on n'a pas le droit. Donc cette ligne jaune est bien avant le passage protégé. On appelle ça aussi un passage pour piétons. Donc non, je n'ai pas le droit de m'arrêter donc avant ce passage protégé. Et après, donc après on a toujours cette ligne jaune qui continue. Alors on peut voir peut-être qu'elle s'arrête ici, qu'elle reprend plus loin. Mais ici on a donc une sortie de parking. Mais de toute façon, donc voilà, comme la ligne jaune continue, on n'a pas le droit de s'arrêter après ce passage non plus protégé. Donc bonne réponse, B et D. Donc je vous rappelle, voilà, ligne jaune, arrêt
et stationnement interdit. Alors ici il fait quel temps, donc forcément on voit très bien qu'il y a du brouillard. Donc en pleine journée, si il faut allumer des feux, hein, partant donc de brouillard, de neige ou de pluie, c'est obligatoirement les feux de croisement. Jamais on allumera en plein jour les feux de route. Les feux de route, ça ne sert à rien parce que surtout ça va éblouir ceux qui arrivent en face. Et les feux de route, hein, la nuit, servent à mieux voir. Pourquoi là, en pleine journée, on allume des feux? C'est pas pour mieux voir, hein, même si vous utilisez vos feux de route, vous n'allez pas mieux voir. C'est surtout pour être visible qu'on allume des feux. Donc en pleine journée, s'il faut allumer des feux, c'est obligatoirement les feux de croisement. Et forcément, comme il y a du brouillard, on va allumer les feux avant et arrière de brouillard. Donc bonne réponse A, C et D. Donc ici, nous circulons en agglomération. Donc dans la zone A, on voit un véhicule devant nous qui est en train de changer de direction sur sa gauche. Dans la zone B, on a un piéton qui traverse. Dans la zone C, donc un piéton qui ne regarde pas et qui est en train de suivre cette trajectoire, il continue tout droit. Et dans la zone D, derrière nous, on a un véhicule qui est assez loin, à bonne distance. Donc là, surtout, on nous demande l'indice le plus important. Qu'est-ce qu'on va surtout prêter attention? Donc forcément, hein, quand on conduit, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est vivant. Mais surtout, donc, alors, dans la zone A, est-ce que c'est très important? Donc non, le véhicule est très loin devant nous, il va tourner. Le temps que j'arrive où il se trouve, on pense qu'il aura déjà traversé. Ou sinon, s'il reste encore ici, il suffira de freiner pour s'arrêter ou éventuellement le contourner. Dans la zone C, donc, alors c'est vrai que le piéton ne nous regarde pas, mais au niveau de sa trajectoire, il ne montre pas qu'il veut traverser tout de suite. Donc il n'y a pas trop de soucis, j'ai juste à m'écarter, déjà je suis déjà bien écarté, j'ai juste à vérifier, mais voilà, pas de danger forcément, un gros danger. Dans la zone D, donc on a un véhicule derrière nous, il est très loin, enfin une bonne distance, donc pas de crainte à avoir. Par contre dans la zone B, donc du coup, on a un piéton qui traverse. Si je fais pas attention à ce piéton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester à la même allure, et si vraiment je le vois au dernier moment, je vais donner un gros coup de frein. Donc forcément, là, l'indice le plus important, ça va être le piéton qui traverse, puisqu'il va couper ma voie de circulation. Donc si on répond, je vous rappelle, si on répond B, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger dans les autres zones. Il faudra forcément aussi faire attention à ce piéton. Mais entre les deux piétons, lequel, entre guillemets, est le plus dangereux, hein, qu'il faut faire attention, c'est ce piéton dans la zone B, puisqu'il traverse. Ce piéton, lui, continue, ou il va continuer le long du trottoir, mais on voit qu'il n'a pas forcément l'intention de traverser. Donc bonne réponse, B. Alors si nous arrivons à un carrefour à sens giratoire, ou on peut appeler ça un rond-point dans le jargon familier, et on arrive avec une entrée de ce rond-point avec deux voies de circulation. Donc la règle par rapport à un rond-point, où on va se positionner, donc c'est assez simple, on va le couper en deux. On coupe le rond-point en deux, et si on fait plus de la moitié du rond-point, on va se positionner à gauche, c'est-à-dire donc à l'intérieur du rond-point. Si on ne fait pas plus de la moitié du rond-point, on va se positionner à droite, c'est-à-dire à l'extérieur du rond-point. Donc si je tourne à droite, il faut se positionner à droite dans le rond-point, puisque je ne fais pas plus de la moitié du rond-point. Et si je vais tout droit, c'est pareil, je ne fais pas plus de la moitié du rond-point, donc il faut mieux me placer à droite dans le rond-point. Par contre, si je tourne à gauche et si je fais demi-tour, je fais plus de la moitié du rond-point, donc là il faut mieux se placer à gauche. Donc ce qui est le cas, là je suis positionné dans la voie de gauche, donc je suis bien positionné pour tourner à gauche et faire demi-tour, puisque on se positionne à gauche si on fait plus de la moitié du rond-point. Donc bonne réponse, B et D.
Alors si je consomme de l'alcool, forcément mes réflexes, bon, déjà mon temps de réaction va être plus long, je vais mettre plus de temps à réagir, et l'action sur les commandes risque de ne pas être optimale. Hein. Par exemple, si je fais par exemple un freinage d'urgence, est-ce que je vais vraiment freiner très fort de toutes mes forces? Si j'ai consommé de l'alcool, forcément mon freinage peut être moindre. Alors, les distances de freinage peuvent être plus courtes après avoir consommé de l'alcool. Donc attention, je vous dis toujours, lisez bien les questions pour bien comprendre. Parce que des fois, entre plus courte, plus grande, etc., augmente, diminue, ça change forcément la question. Donc là, on nous demande forcément, par rapport à quelqu'un qui n'a pas consommé d'alcool, est-ce que si quelqu'un qui consomme de l'alcool, sa distance de freinage va être plus courte que par rapport à quelqu'un qui a consommé de l'alcool, qui n'a pas consommé d'alcool. Donc non, une distance de freinage ne peut pas être plus courte. Par contre, forcément, comme je viens de vous dire, si j'ai consommé de l'alcool, ma distance de freinage peut être plus longue. Parce que j'ai mis un peu plus de temps pour réagir et surtout, l'action sur mon frein, je peux freiner pas comme il faut. Donc surtout quand on a consommé de l'alcool, voilà, les distances de freinage peuvent être plus longues et pas plus courtes. Donc bonne réponse B. Donc ici nous arrivons sur un carrefour avec des voies de stockage. Donc nous on est placé dans la voie pour tourner à gauche. Donc pour tourner à gauche, c'est généralement la règle, c'est toujours, à part s'il y a des situations précises, si jamais ceux qui arrivent en face ou non rencontreront un stop ou un céder le passage, mais là on n'a aucune signalisation. Donc c'est la règle générale qui s'applique. Pour tourner à gauche, on doit toujours céder le passage en face, sinon on leur coupe la route. Imaginez, ce véhicule voudrait tourner sur notre droite, s'il passe avant nous, il nous coupe la route. Donc ça c'est la règle générale, avant de tourner à gauche, on cède le passage en face. Donc oui, réponse A. Donc les poids lourds sur les autoroutes et les voies rapides, les routes à accès réglementés, n'ont pas le droit de rouler à plus de 90 km/h. Donc voilà, c'est une question de sécurité, hein, parce que forcément c'est des véhicules très lourds, donc lors d'un freinage, au moins s'ils ne roulent pas très vite, la distance de freinage est plus courte que s'ils roulent forcément beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que forcément que les camions roulent pas très vite sur autoroute. Hein. Sinon on roule à 130, forcément ça fait toujours un très grand écart de vitesse. C'est pour ça aussi que des fois sur autoroute, quand il n'y a que deux voies de circulation, quand un camion dépasse un autre camion, c'est pour ça des fois ça peut être très long, parce que le poids lourd qui dépasse est à 90 et celui qui est à côté est à 88, donc 2 km/h d'écart, c'est pour ça que ça peut être très long, mais ils peuvent pas dépasser 90 km/h. Donc dans ce cas-là, pareil, il faut être patient, hein, on n'est pas à une minute près. Donc voilà, de toute façon, ils peuvent pas rouler plus vite que 90. Donc bonne réponse A. Alors un moteur, qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner? Un moteur a besoin de deux choses essentielles. Il a tout d'abord besoin de carburant. Hein, tout le monde, je pense, le sait que si on tombe en panne d'essence, le moteur ne peut plus fonctionner. Donc le moteur a besoin de carburant, mais il a besoin aussi d'air pour avoir des explosions. C'est-à-dire, par exemple, dans l'espace, on n'a pas d'air, on ne peut pas faire d'explosion dans l'espace. Il faut obligatoirement de l'air. Donc le moteur, lui, il aspire de l'air et le moteur, cet air passe ce qu'on appelle par un filtre à air qui va filtrer forcément les impuretés de l'air pour pas que le moteur ait des cochonneries, avale des cochonneries entre guillemets. Donc si ce filtre à air est en mauvais état, hein, il est encrassé, forcément il y a moins d'air qui va passer par rapport à ce filtre. Donc comme le moteur va avoir moins d'air, entre guillemets il va mal respirer, donc forcément il va compenser ça par rapport au carburant. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le bon entretien du filtre à air. Si jamais il est en mauvais état, il faut le changer. Hein. C'est un petit coût, c'est pas très énorme et ça permet de moins consommer. Donc oui, un mauvais état du filtre à air peut entraîner une surconsommation. On va consommer plus de carburant. Donc bonne réponse A.
Alors si on arrive dans un bouchon, hein, donc un embouteillage, donc ce qu'il faut savoir, la règle, si on est les derniers du bouchon de l'embouteillage, on doit allumer les feux de détresse. Pourquoi? Pour prévenir ceux qui arrivent derrière nous. Forcément, quand on arrive de loin, on voit pas le véhicule qui est au loin. Estimer sa vitesse, c'est pas évident. Donc le véhicule qui arrive vite derrière nous, il peut ne pas savoir qu'on est très lent ou à l'arrêt. Donc ça permet d'allumer les feux de détresse, ça permet de le prévenir. Attention, il y a quelque chose qui se passe. Donc il va se mettre à ralentir et à anticiper la chose. Donc par contre, c'est uniquement quand on est les derniers. Alors comment savoir ça? Eh bien on va regarder dans le rétro. On voit que sur notre voie, on est bien le dernier de l'embouteillage. Donc j'allume les feux de détresse pour prévenir s'il y a quelqu'un qui arrive rapidement derrière moi. Après je vous rappelle qu'on n'est plus dans les derniers. Par exemple ce véhicule et celui-ci, ils n'ont pas l'obligation d'allumer les feux de détresse. C'est toujours le dernier de l'embouteillage qui allume les feux de détresse. Donc comme c'est mon cas, j'allume les feux de détresse. Bonne réponse A. Donc ici nous arrivons sur un petit parking où on a des emplacements, ce qu'on appelle en bataille, c'est-à-dire perpendiculaires à la voie de circulation. Alors sur ces rangements, il n'y a aucune obligation. On peut se ranger en marche avant comme en marche arrière. Tous ces véhicules sont garés en marche avant. Par contre, donc, il est préférable quand même de se ranger en marche arrière, c'est-à-dire le contraire de ces véhicules. Pourquoi? C'est pour pouvoir repartir. Imaginez donc vous entrez dans ce véhicule, pour ressortir de cet emplacement, vous allez vous trouver ici, on aura une mauvaise visibilité à cause des véhicules qui sont stationnés juste à côté de nous. Et pareil, quand on va reculer, on n'a pas une bonne visibilité s'il y a un piéton qui passe derrière nous. Voilà. Donc le fait de se garer en marche arrière, ce sera plus facile pour repartir, ressortir du stationnement. On aura une meilleure visibilité. Donc il est préférable plutôt en marche arrière, donc pas en marche avant. Donc réponse B. Alors est-ce que je dois utiliser un disque de stationnement? Donc un disque de stationnement, c'est sur les zones à durée limitée. Et comment savoir ça? Donc soit par un panneau. Alors des fois par contre on ne voit pas forcément le panneau. Donc pour nous avertir que c'est à durée limitée, les marquages des stationnements sont bleus. Sinon si c'est un stationnement normal, le marquage sera blanc. Donc là, comme c'est des marquages bleus, c'est un stationnement à durée limitée, donc on doit utiliser un disque de stationnement. Donc bonne réponse, B et C. Alors pour savoir si un enfant est correctement installé, c'est surtout au niveau de sa ceinture de sécurité qu'il faut vérifier si elle est bien. Donc déjà vérifier au niveau du ventre, etc., que ça passe bien, mais surtout au niveau de l'épaule. Donc cette fillette est bien installée, puisque vous voyez, sa ceinture passe au niveau de l'épaule. Par contre, celle-ci est très mal installée, elle passe au niveau du cou. Qu'est-ce qui va se passer en cas de freinage d'urgence ou en cas de choc? Ça risque de couper, vous voyez, de sa gorge. Donc là, cette fillette est très mal installée, comme celle-ci, vous voyez, ça passe aussi proche du cou. Donc il n'y a que, entre guillemets, cette fillette qui est bien installée. Sinon les deux autres, par rapport à la ceinture, ça passe trop proche du cou. Ça devrait passer au niveau de l'épaule. Donc ces enfants sont correctement installés, donc non. Bonne réponse, B.